J'espère que vous êtes bien installés chez vous, j'espère que vous avez passé une agréable semaine et c'est le moment pour nous de nous retrouver comme chaque samedi justement pour parler de nous, de notre développement personnel, de notre mieux-être et puis comment on peut être, on va dire, la meilleure version de nous-mêmes. Je suis très heureuse de vous retrouver une nouvelle fois. Donc aujourd'hui au sommaire, 2 invités, 2 interviews, 2 thématiques. On va parler d'envie dans un petit moment. Mais pour l'heure, je vous propose de parler de herpéting. Peut-être que ça ne vous dit rien, mais la spécialiste qui est avec nous en a fait sa spécialité justement. Elle s'appelle Iman Hanati, elle est consultante RP et elle est là pour nous en parler. Bonjour Iman, un plaisir de vous recevoir. Comment ça va? Bonjour Yasmine, ça va très bien. Alors justement, le herpéting, pourquoi cette appellation et qu'est-ce que c'est exactement? Alors le herpéting, donc je l'ai créé, je l'ai inventé. En fait, c'est une nouvelle discipline polymorphe qui intègre en son sein plusieurs, notamment 3 compétences. Donc le marketing, le consulting et le personal branding. En fin de compte, aujourd'hui, communiquer, c'est un art. Donc communiquer, c'est l'art d'exister, c'est l'art de persuader, c'est l'art de communiquer et d'informer. Et donc, il m'a semblé assez opportun de mettre ces 3 entités au sein d'une même et unique discipline, justement pour pouvoir répondre à des demandes bien précises. Alors, quelle différence entre le herpéting et le RP tout court? Alors, on peut dire que le RP ou une RP, donc alors RP reprend en fait les relations presse, Ouais. les relations publiques et les relations personnelles. En fait, c'est un tout aujourd'hui. Auparavant, c'était considéré comme étant 3 disciplines complètement déconnectées les unes aux autres, mais aujourd'hui, grâce au RPting, on fait en sorte de tout mettre ensemble. La différence entre une RP souvent, elle était associée aux relations presse, donc la relation avec le média, l'interface avec le journaliste. Aujourd'hui, dans le RPting, on inclut les relations presse avec les relations publiques, avec les relations personnelles. L'individu aussi, exactement. Alors pour Totalement. qui? Oui, justement, pour qui tout ça, toute cette stratégie 360? Alors, uniquement et exclusivement pour la PME et la petite et moyenne entreprise familiale. Alors, je m'explique, Yasmine. En fait, on s'est aperçu avec le temps que très souvent, la PME était un peu le parent pauvre de la communication, dans le sens où très souvent, on ne faisait pas appel réellement à leurs compétences. Ils sont invisibles, très souvent. Alors, vous prenez mes mots avec des guillemets, parce que je ne fais pas d'une généralité. Vous avez des PME très, très performantes sur le point de la crédibilité et la visibilité. Donc, la PME, très souvent, elle est considérée un peu comme le parent pauvre, alors que, au niveau économique, elle est créatrice, génératrice d'énormément d'emplois. Elle est très forte socialement, puisque une PME familiale, très souvent, peut avoir une centaine d'années d'existence. Voyez. Donc, c'est un produit et une réflexion qui a été uniquement et exclusivement pensée pour la petite et moyenne entreprise. Mais est-ce que ça ne peut pas aussi servir à, notamment à la politique, aux femmes et aux hommes politiques? Totalement. Exactement, oui, oui, complètement. Ça peut concerner un homme politique, un homme d'affaires une également. Femme politique, une femme d'affaires aussi. Oui, exactement, oui, oui, ça peut totalement leur convenir également. Alors pourquoi je spécialise et je mets le point là-dessus? Parce que lorsqu'on lance un projet, pour tout entrepreneur, il faut se nicher pour se lancer. C'est l'adage. Donc aujourd'hui, il vaut mieux parler donc lorsqu'on parle à tout le monde, on ne parle à personne. Donc en fait, il faut se spécialiser. Et moi, comment on se spécialise? On se spécialise avec son expérience, son réseau, ses affinités. Et en l'occurrence, moi, c'est avec la petite et moyenne entreprise avec laquelle j'ai eu l'occasion de travailler énormément. Donc ça, c'est votre spécialité aujourd'hui? Oui, la PME, complètement. Voilà, la communication de la PME. Exactement. Alors Exactement. justement, est-ce que c'est évident de convaincre les PME de se lancer dans la com? Parce que c'était l'apanage plutôt des multinationales, des grosses structures. Vous le dites, les PME, elles peuvent avoir une centaine d'années d'existence, mais ça reste une PME ou ça reste une entreprise familiale, donc on a sa façon de faire.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, en 2022, les PME aussi ont envie de jouer le jeu de la com? Bien sûr, et encore plus aujourd'hui qu'hier. Pourquoi? Parce que Covid-19 est passé par là, donc il a fait des dégâts. Certaines PME ont subi violemment la crise, d'autres l'ont subi normalement parce que certains ont pris la parole également. Et ça a été en fait le choix aujourd'hui, il est clair, c'est est-ce qu'on va être sur une communication subie ou sur une communication choisie? Et je pense qu'à partir de là, très souvent, on veut plus orchestrer sa communication que la subir, je pense. Complètement. Alors, justement, voyons voir comment ça fonctionne. Quels sont les rouages du RPTing? Alors, le RPTIC, c'est très simple. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un combiné entre relations presse, donc les liens avec les médias et les journalistes, les relations publiques, donc avec tout ce qui va être en fait leader d'opinion, et les relations personnelles, son propre réseau. Parce que moi, je pars du principe où nous-mêmes, à notre niveau, nous sommes des influenceurs. Alors, j'aime pas trop utiliser ce mot-là, je dirais des ambassadeurs. Chacun à son niveau est un mini-ambassadeur de quelque chose, un porte-voix. Donc, c'est un combiné des trois. Qu'est-ce qui est la pierre angulaire de ces trois disciplines, de ces trois matières? En fait, c'est tout simplement le contenu. Le contenu, le contenu. Le contenu est roi aujourd'hui et avec la digitalisation, c'est devenu quasiment incontournable d'avoir un bon contenu. Ce sont trois axiomes. C'est le site web qui est aujourd'hui un inconditionnel de la communication. Il faut être visible sur la toile. Pourquoi? Parce qu'il y a un fameux moteur de recherche qui aujourd'hui est devenu le maître du monde inconditionnel. C'est-à-dire qu'avant chaque rendez-vous, chaque entretien, on va googler. On se googlise, mais oui, c'est un verbe aujourd'hui. Donc c'est comment? C'est devenu un verbe carrément. Mais complètement, donc on se googlise, on googlise les autres, et c'est devenu le premier acte, on va dire, professionnel. Pour se faire en face, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit mettre en place un site web ultra compétent avec son bon référencement, faire appel à des professionnels pour cela. Ensuite, il y a un réseau social qui, à mon sens, est pour un patron de PME le Graal. Je peux citer oui, bien sûr. Bien sûr, LinkedIn, tout simplement, c'est aujourd'hui on va dire une carte de visite virtuelle où le CV est inscrit, mais pas uniquement, le relationnel, notre réseau, les références, donc c'est très important. Et le troisième aspect, c'est notre empreinte digitale. Aujourd'hui, Google, c'est une boîte noire. C'est en fait un élément aujourd'hui qui est je dirais, précieux, mais également dangereux, dans le sens où tout ce qu'on dit est retenu contre nous. Voilà. Donc, je suis le courant de pensée de l'école américaine Palo Alto. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent on ne peut pas ne pas communiquer. C'est un fait. Oui. Ils disent également tout est communication. En effet. Parfois, en période de crise, certaines marques ne prennent pas la parole. C'est un acte de communication. Et donc, moi, ce que j'ajoute à tout cela, respectons les codes et respectons Google et faisons en sorte que ce qui soit écrit et inscrit dans le marbre, dans le Google virtuel et dans ce qui est pour moi un tatouage virtuel indélébile, soit maîtrisé, réfléchi, anticipé. On peut le faire aujourd'hui, donc faisons-le. On connaît les codes. Donc actons, faisons les choses correctement. Alors justement, le référencement, est-ce que c'est ça qui va jouer contre les algorithmes? Parce qu'on connaît aussi la superpuissance des algorithmes dans les moteurs de recherche. Oui. Le référencement, honnêtement, c'est la chose la plus importante. Vous pouvez parler avec n'importe quel expert CEO. Ils vont vous dire, il faut du contenu. Il faut des articles sur un blog. Il faut un site web qui soit bien travaillé et bien réfléchi. Il faut suivre l'actualité justement pour pouvoir à chaque fois mettre à jour son site web. Donc, pour répondre à la question, c'est oui, oui et oui. Alors, en même temps, vous savez, moi, ce qui m'inquiète par rapport à tout ça, c'est cette histoire de compétition de communication. Je m'explique. C'est-à-dire qu'on a beau être performant dans son secteur, si on ne communique pas assez, eh bien, on n'a pas l'écho que l'on mérite. Mais oui. Alors, c'est le VCP, donc il faut être visible aujourd'hui, crédible et
pour pouvoir être performant et puissant. En effet. Alors, oui, pourquoi? Parce qu'il y a les 3 F. Donc, il faut se faire connaître pour se faire aimer et pour vendre. Donc, l'objectif aujourd'hui de tout le monde, c'est d'être en compétition. Et justement, le RPting vient servir et se met au service de la PME dans sa compétitivité. Elle va l'aider à être dans une veille concurrentielle à travers les RP. Elle va l'aider également à faire en sorte qu'on parle d'elle grâce aux relations publiques et grâce au réseau professionnel et personnel, elle va aider à faire amplifier cela. Et malheureusement, je reviens encore à la devise de Palo Alto, on ne peut pas ne pas communiquer aujourd'hui. Mais quand on ne communique pas, c'est aussi une communication. Est-ce que c'est une communication qui est efficace ou pas? Alors, cela va dépendre de qui communique. Alors, vous pouvez être dans le cas de figure d'un homme politique. Alors là, il a un devoir, en fait, il est d'utilité publique, donc il se doit de communiquer. S'il ne communique pas, c'est qu'il peut y avoir un loup. Donc, ça peut être aussi ne pas communiquer parce que c'est une stratégie. Tout simplement. Souvent, dans le luxe ou autre, on essaie aussi d'être un petit peu dans la discrétion. Et puis, il y a des personnes aussi qui n'ont pas du tout besoin de communiquer parce qu'en fait, tout fonctionne pour elles. Ça va réellement dépendre d'un cas à l'autre. Ouais. Et pour cela, moi, ce que je peux ajouter, c'est que ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas une stratégie, il y a des stratégies. C'est vraiment du cas être par cas visible, être visible dans les médias, c'en est une. Pouvoir faire amplifier son discours grâce à tierces personnes, en est une. Choisir de ne pas communiquer, c'est une stratégie. Donc, je pense qu'il faut aujourd'hui être dans une composante où on va additionner plusieurs atouts qui vont nous permettre ou pas d'être visible, crédible, audible et performant. Mais cela va dépendre en amont des objectifs fixés par le client ou le client, le demandeur en fait. En fait, c'est comme un diagnostic / ordonnance. Quel est le diagnostic? Quel est l'état des lieux? Qu'est-ce qu'on veut? Comment on soigne? Donc on met en place le process ou plutôt l'ordonnance. Merci infiniment, Imen. Exactement. À bientôt. Merci infiniment d'avoir été là. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, eh bien, ils pourront revoir l'interview dans son intégralité sur notre site mediantv.com. Moi, j'enchaîne directement avec une autre interview. On va parler d'envie tout de suite. Quelle différence entre l'envie et la jalousie? Bref, beaucoup de questions à poser à mon invité. À tout de suite. Et elle est bien installée, mon invitée Asma Chawqi, elle est coach de vie, elle est là. Et ce qui est incroyable avec cette technologie, c'est que justement, on peut aller chercher les compétences marocaines où qu'elles soient. On était à Casa avec Iman Hanati. Là, on va à Meknes vous retrouver Asma. Comment ça va, Asma Chawqi? Très bien, alhamdoulilah. Tout va bien, plaisir de vous voir. Merci, le plaisir est partagé. Alors, avec vous aujourd'hui, un sujet assez délicat quand même aujourd'hui, parce qu'on va parler d'envie. Oui. Ce que nous transmet ou ce que peut nous dire, nous renseigner sur nous ce sentiment. Alors, honnêtement, quand j'ai commencé à travailler sur le sujet, moi, pour la définition, j'ai trouvé plusieurs sens. Vous avez le sentiment de frustration face au bonheur d'autrui ou à ses avantages, je cite donc, ou bien vous avez le sens tourné autour du désir, avoir envie de faire quelque chose. Vous avez le besoin organique, avoir envie de manger, avoir un besoin pressant, par exemple. Donc voilà, ça, c'est les principales définitions. Vous, quand vous parlez de l'envie, quel message nous envoie ce sentiment? Vous parlez du premier, c'est-à-dire le sentiment de frustration? C'est le sentiment de frustration et le désir d'avoir ce que les gens ont ou les gens font. C'est au fait ça. Est-ce que envier, c'est forcément mal? Pas forcément, si on sait bien le gérer. Alors, comment savoir que le sentiment ressenti, c'est de l'envie et non pas de la jalousie, que c'est une envie positive? Parce que comme vous dites, si on sait bien l'utiliser, pourquoi pas? Pourquoi ne pas avoir une personne en exemple? Pourquoi ne pas avoir une personne qui nous inspire, une personne qui nous influence et se dire, tiens, j'ai envie d'être comme elle, j'ai envie d'être comme lui, j'ai envie de me développer comme elle, comme lui. Ça, c'est de la jalousie ou de l'envie?
au fait, il y a une différence entre envie et jalousie. Donc, quand on parle jalousie, il y a trois éléments. Il y a moi, il y a ce que j'ai, il y a la troisième personne qui va menacer cette chose que j'ai ou cette personne que j'ai. Donc, c'est une relation à trois. L'envie, c'est moi et l'autre. Donc, moi, j'envie cette personne parce que elle a eu le poste que je voulais avoir, elle a fait le voyage que j'avais envie de faire, elle mène la vie que moi, dont moi J'aurais voulu j'aspire, avoir. etc. Donc, voilà, donc c'est ça la différence entre la jalousie et l'envie. La jalousie, j'ai déjà quelque chose ou quelqu'un dans ma vie et j'ai peur qu'on me l'enlève. Ok. Mais l'envie, c'est j'ai pas cette chose, j'ai pas cette personne et j'ai vraiment envie de l'avoir. Donc l'envie, au fait, c'est un sentiment et on va pas se mentir parce que qui entre nous n'a jamais eu ce sentiment-là d'envie par rapport à quelque chose dans la vie. Mais quand ça devient quelque chose qui va me rendre malade, qui va me mettre dans un endroit de victime et je commence à me dire pourquoi les autres et pas moi. C'est parce que l'envie, quand j'ai ce sentiment d'envie, il faut que je me pose des questions parce qu'en général, elle va réveiller parfois elle va réveiller des blessures d'enfance donc les 5 blessures, on va pas en parler de ça maintenant, mais il y a la blessure de l'injustice et la personne qui va être dans l'envie, si j'ose dire maladif, c'est une personne qui va tout le temps se dire pourquoi l'autre et pas moi, j'ai pas de chance, l'univers conspire contre moi, etc. Donc ça, c'est le côté désagréable de ce sentiment-là. Après, si j'ai de l'envie par rapport à quelqu'un qui a réussi sa vie ou par rapport à quelque chose, et cette envie-là va m'amener à se poser la question pourquoi j'ai eu ce sentiment-là et se dire voilà, ok, j'ai eu ce sentiment-là d'envie, ceci veut dire que je désire cette chose et se poser la question, est-ce que vraiment cette chose que je désire, est-ce que c'est un besoin chez moi ou bien c'est juste un désir passager? Et bien si je trouve que vraiment j'ai vraiment envie d'avoir cette chose dans ma vie, à ce moment-là, pour transformer l'envie à quelque chose de positif et la rendre comme un moteur d'évolution et de changement, juste se dire qu'est-ce que je peux mettre en place si vous permettez, pour arriver… Oui. Pardon, désolée de vous interrompre. Justement, avant qu'on passe au plan d'action, oui. On ne peut pas aussi oublier que parfois ce sentiment, chez certaines personnes, même si elles se disent « je vais mettre un plan d'action pour y arriver aussi », il y a aussi ce sentiment négatif qui, pourquoi lui et pas moi? Et même si moi j'y arrive, je ne veux pas que lui y arrive ou que lui continue dans cette situation-là. Ben, à ce moment-là, c'est que… qu'on est d'accord. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. À ce moment-là, ça devient quelque chose de vraiment pathologique. Et il faut dire que parfois, il y a des gens qui vont avoir vraiment besoin d'être accompagnés par des thérapeutes pour dépasser ce sentiment qui les range de l'intérieur et qui ne leur permet pas de vivre la vie pleinement. Sereinement. Sereinement. Oui. Intérieurement, oui. Ouais. D'ailleurs, vous savez, notre Darija à nous, elle l'exprime bien quand on dit c'est une personne qui aime le bien pour les autres, ou c'est une personne qui n'aime pas que les autres soient bien. Ça traduit parfaitement en fait ce ressenti intérieur.
Exactement, parce que cette comme je réalité. t'avais dit, tout le monde va sentir sentir une certaine envie par rapport à une réalisation Mm. ou quelque chose chez quelqu'un, mais la différence, c'est là. Est-ce que moi, je veux aussi avoir ce quelque chose et je me demande comment y arriver, ou bien au fin fond de mon cœur, je ne veux pas que cette personne C'est ait ça, cette chose ou c'est ça. arrive à ce qu'elle arrive à réussir dans sa vie. Et c'est là toute la différence. Alors, Euh, voilà. comme on dit, nous, on va prendre les choses du bon côté. On va Oui, espérer justement que toutes les personnes qui nous suivent et qui sont inspirées par ce sujet ont envie de réussir et souhaitent la réussite aux autres aussi. Donc, lorsque ce sentiment se manifeste, comment le transformer en une énergie positive? ok. Donc, le sentiment, euh, comme vous le savez bien, les sentiments, ils ont toujours, il y a toujours derrière un sentiment un message. Il nous envoie des messages. Et le message, c'est un besoin. Derrière chaque sentiment, il y a un besoin qui n'est pas nourri. Et du coup, la meilleure chose de se dire et de faire et de se demander quel est le besoin derrière ce sentiment-là d'envie que j'ai. Et du coup, si par exemple, j'ai une amie qui part en voyage en Thaïlande et moi je me dis mais pourquoi elle, pourquoi Bon, mais la pas personne ne moi. voyage. Là Euh, maintenant, tout le monde est chez soi. Donc c'est pour ça que j'ai voulu Parler de utiliser voyage. l'exemple du voyage parce que vraiment on a tous envie de voyager. C'est vrai, c'est vrai. Donc à ce moment-là, on va se dire ben, de quoi ai-je besoin? Est-ce vraiment j'ai besoin de, de voyager? C'est la Thaïlande qui me titille, ou c'est juste parce que moi aussi j'ai besoin de voyager, de me reposer, de voir d'autres pays, etc. Et à ce moment-là, je vais commencer à me poser des questions. Est-ce que j'ai les moyens de faire la même chose? Si j'ai pas aujourd'hui les moyens, qu'est-ce que je peux mettre en place pour dans 2 ou 3 ans, je pourrais moi aussi aller faire le même voyage, etc. Donc c'est vraiment tout un travail Mm. sur soi et vraiment c'est avoir du recul par rapport à ce sentiment là. Et c'est quand il est utilisé à bon escient, il va amener la personne à passer à l'action, parfois on va faire des études, on va se motiver au travail pour avoir le poste que notre ami a eu et sans aucune rancune ou rancœur, Mm. sans qu'on soit triste. Et bien sûr, on va prendre notre vie en main et voilà, ne pas Mm. être là à faire la victime et se lamenter sur son sort. Mhm. Alors, justement, ce sentiment ou son expression, c'est lié à quoi? Est-ce que c'est certains disent que c'est l'éducation, que c'est l'entourage. Oui. Est-ce que c'est vraiment subjectif comme manifestation de sentiment? Au fait, l'éducation, elle joue un très très grand rôle dans le développement de ce sentiment et ça nous vient de l'enfance. Et c'est bien, je te remercie Yasmine d'avoir abordé ça parce que quand on est enfant, bien sûr automatiquement on va envier le copain, le cousin d'avoir le jouet tel, le cartable tel, le livre tel, Mm. etc. Et on va venir courir chez les parents. Pleurnicher, etc. Et comme les parents, la majorité des parents, ils n'osent pas dire non à leurs enfants, ils veulent pas les voir tristes, etc. Ils vont accomplir son désir et son envie. Et donc, avec le temps, il y a cette croyance qui va se développer chez l'enfant, qui est quand j'envie quelqu'un, ou bien je lui enlève ce qu'il a, ou bien il y a mes parents qui vont me donner ce que la personne a.
Sauf que quand on est adulte, il n'y a plus de parents. Et quand je vois les choses, c'est chez les personnes, et je n'arrive pas à les avoir parce que mes parents n'ont pas développé chez moi La ce frustration. sentiment de créativité, Ouais. d'acceptation que l'autre, il peut avoir des choses que moi, je ne peux pas avoir et c'est tout à fait, normal. Donc, c'est Esma, à vraiment. à ce moment-là qu'il va avoir le sentiment d'injustice. Absolument. Parce que la frustration n'a pas été nourrie aussi. C'est un sentiment très Oui, positif, oui. même si beaucoup de parents en ont peur, mais pas du tout. Ça fait des adultes plutôt équilibrés. Esma Chawki, merci beaucoup Oui. d'avoir été Il y là. a D'ailleurs, juste un petit mot-clé, c'est juste arrêter de se comparer avec les autres et savourer ce qu'on a. absolument. Donc ça, c'est vraiment la clé pour dépasser ce sentiment d'ennui. Voilà, ceux qui viennent de nous rejoindre, j'espère que vous êtes arrivés à temps pour ce beau mot de la fin. En tout cas, vous pouvez retrouver l'intégralité de l'entretien sur notre site mediantv.com. À très très vite pour un nouvel épisode. Merci Esma, à très vite, au revoir.